Pensée stratégique avec Daniel Desesquelles. Bonjour et bienvenue pour ce 12e numéro de Pensée stratégique. Pensée stratégique, le podcast de l'Acadème, l'Académie de défense de l'école militaire, et de la DICODE, la délégation à l'information et à la communication de la défense. Chaque mois, nous vous proposons un rendez-vous stratégique pour mieux appréhender la marche du monde. Aujourd'hui, cybersécurité, cyberdéfense, le 5e champ de bataille. Les lignes de front se dessinent désormais aussi dans le cyberespace. La France fait face à des menaces invisibles et potentiellement dévastatrices. Chaque jour, nos infrastructures critiques, nos systèmes de défense et nos secrets militaires sont la cible de milliers de cyberattaques. Ces nouvelles formes d'agression menées par des États hostiles ou des groupes criminels représentent aujourd'hui l'un des plus grands défis pour notre souveraineté nationale. Comment la France protège-t-elle ses intérêts vitaux dans ce 5e domaine de conflictualité ? Comment réplique-t-elle à ces attaques souvent masquées ? Voilà quelques interrogations auxquelles nous allons essayer de répondre avec nos deux invités. Bonjour, Général Aymeric Bonnemaison. Bonsoir. Vous êtes le commandant de la cyberdéfense. Comme cyber en abrégé. Comme cyber, on dit plutôt comme cyber, hein, voilà. Tout à fait. Voilà. Et alors, dans ma courte introduction, ai-je été excessif en évoquant des milliers de cyberattaques ? Est-ce qu'on peut dire que, à l'instant où nous nous parlons, il y a forcément, quelque part sur le territoire national, une attaque contre un système de défense ? Alors, c'est un peu compliqué comme question finalement parce que ça dépend comment on interprète l'attaque. Si c'est ce qu'on appelle nous un scan actif, des attaques un peu automatisées, oui, il y a bien ces milliers d'attaques. Sur des attaques très sophistiquées, on est quand même sur un niveau inférieur, mais je pourrais vous détailler ça par la suite. On va avoir 1 heure pour expliquer tout ça, vous allez avoir le temps de nous expliquer tout ça. Alors, bonjour Général Marc Vatin-Augouard. Bonsoir. Vous êtes le fondateur du Forum international de la cybersécurité InCyber, le FIC en abrégé là aussi, hein, voilà. Un forum qui regroupe tous les acteurs de la cybersécurité, civile, militaire. C'est le grand rendez-vous de tous ceux qui travaillent dans la cybersécurité et la cyberdéfense. Ben écoutez, c'est son ambition. Je l'ai créé pour cela en 2007, pour que les civils parlent aux militaires, l'État parle aux collectivités territoriales, l'entreprise parle aux universités, bref. Les Européens aux Asiatiques, les Américains. Exactement, pour qu'en fait on fasse un centre où tout le monde se retrouve, tout le monde parle, tout le monde échange. Et généralement, ça a lieu quand ? Dans quelle période de l'année ? Ça aura lieu du 1er au 3 avril prochain, en France. C'est pour le FIC Europe, mais nous aurons le FIC Texas au mois de juin, le FIC Canada au mois d'octobre et le FIC Tokyo en mois de décembre. Alors, Général Vatin-Augouard, vous avez la parole, gardez-la. J'aimerais qu'on clarifie quelques mots de vocabulaire. Cyberespace, cybersécurité, cyberdéfense. Alors déjà, le mot cyber... derrière tous ces mots. Oui, le mot cyberespace est un mot utilisé habituellement, mais que je trouve aujourd'hui complètement dépassé parce que il laisse entendre qu'il y a un espace cyber à côté d'un espace maritime, d'un espace terrestre, un espace aérien ou un espace extra-atmosphérique, alors que on est dans un substrat numérique. Le numérique irrigue l'ensemble de nos activités. Le cyber est partout. Et il est partout. C'est comme le système nerveux. Il va jusqu'au bout des ongles. Aujourd'hui, le cyber, le numérique est partout. Donc le mot cyberespace n'est pas forcément un mot idéal. Vous avez parlé de cybersécurité et de cyberdéfense. Si on reprend la définition officielle, celle de l'Agence nationale pour la sécurité des systèmes d'information, qu'on va retrouver d'ailleurs le règlement européen sur la cybersécurité, la cybersécurité, c'est un état. Je suis en cybersécurité, j'améliore ma cybersécurité. Comme je suis en état de santé, j'améliore mon état de santé, je le diminue. Et cet état, il résulte de 3 grands domaines d'action. La sécurité des systèmes d'information, ce que l'on fait habituellement pour protéger ses réseaux, protéger ses données. Ce qu'on peut faire avec son ordinateur lorsqu'on prend un pare-feu, par exemple. Les entreprises, les administrations qui protègent leurs réseaux, leurs données. Et puis vous avez à côté, deuxième pilier, c'est la lutte contre la cybercriminalité. C'est-à-dire que là, il y a une infraction qui a été commise, une atteinte à un intérêt reconnu par l'État et sanctionné par le code pénal. Là, ce sont les acteurs qui vont rechercher les auteurs, rassembler les preuves et faire toute l'action pour les déférer les personnes devant la justice. Et puis vous avez le 3e pilier, qui est la cyberdéfense. Là, c'est la protection de ce qui est vraiment essentiel pour la nation. Mais le général en parlera beaucoup mieux que moi parce que il n'y a pas simplement le défensif, il y a aussi l'offensif, la lutte informatique d'influence. Et donc, tout cela, ce sont les 3 piliers apparemment distincts. Ils sont distincts parce que les finalités sont pas les mêmes. Simplement, à un moment donné, il y a des interactions. On ne peut pas faire de la cyberdéfense sans parler aux gens de la cybercriminalité et faire de la lutte contre la cybercriminalité sans parler aux gens de la cyberdéfense. Alors, est-ce qu'on peut dire que le cyberespace, ou en tout cas la cybersécurité, a existé le jour où on a connecté 2 ordinateurs ?
Absolument. À partir du moment où vous êtes connecté, vous êtes attaquable. Et donc, à partir du moment où on est dans un monde qui est de plus en plus connecté, on parle de 1000 milliards de machines connectées en 2030. Ça va de l'objet connecté au système connecté. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a une augmentation considérable de ce qu'on appelle les surfaces d'attaque. C'est-à-dire que, à partir du moment où votre smartphone est connecté, votre ordinateur est connecté, mais les grands systèmes sont connectés, à partir de ce moment-là, ils sont des cibles potentielles. Général Bonnemaison, la création de votre commandement, le ComCyber donc, est récente, 2017 si je ne dis pas de bêtises. Quel a été l'élément déclencheur qui a fait prendre conscience aux armées de l'existence d'une nouvelle menace très sérieuse ? Alors l'élément déclencheur pour les militaires et dans le regard des militaires, c'était l'Estonie, l'attaque russe en Estonie en 2007 déjà. À l'époque déjà, il y avait peut-être rappeler un petit peu ce qu'a été cette attaque russe à l'égard des systèmes d'information estoniens. Une attaque russe. À l'époque, l'Estonie était en transition vers le numérique très marquée, avec la plupart de ces systèmes automatisés de vie publique et vie civile. Et là, il y avait eu dans le débat une statue dite soviétique qui avait été retirée, et les Russes en représailles avaient conduit une attaque massive qui avait fait du déni de service, qui avait bloqué les systèmes chez les Estoniens. Ça avait généré déjà l'image d'un État potentiellement failli qui chutait à cause du numérique. Donc dans ce cadre-là, un premier centre d'excellence avait été monté à Tallinn, déjà en 2008, ce qui fait qu'aujourd'hui, d'ailleurs, l'Estonie fait partie des pays très performants dans ce domaine, très alertés. Et après, il y a eu le livre blanc de 2008, en France, qui déjà prenait en compte cette problématique cyber, donc assez en amont finalement. Alors ça veut dire qu'en tout cas, que tout système connecté via un ordinateur ou un smartphone est vulnérable. Oui, alors ça nous le savions déjà en quelque sorte, parce que dans l'approche des militaires, et déjà on avait une grande expérience de la radio, de la télécommunication. Nos systèmes d'armes étaient déjà assez très appuyés sur le numérique, et donc par définition dans la construction déjà on veillait à faire attention à ça, on surveillait les réseaux. On a déjà la conception depuis très tôt des réseaux classifiés dans les armées, et pour les gens qui comme moi viennent du monde de la guerre électronique, la guerre des réseaux était déjà bien connue, mais elle se passait surtout sur l'onde électromagnétique, la guerre. Ah oui, alors peut-être pour expliquer la différence entre la guerre électronique et puis la cyberdéfense. Alors, la partie guerre électronique, elle est attachée sur les ondes, si vous voulez. C'est-à-dire que c'est le champ électromagnétique qui permet la propagation des ondes. Et on s'en sert beaucoup dans l'armée, mais de longue date, à partir du moment où la radio a été adossée aux chars lors des offensives de 40, par exemple, c'était un moyen de communiquer qui permet de coordonner beaucoup mieux la manœuvre, d'accélérer la manœuvre, de diffuser l'information, de diffuser les ordres. Donc ça, c'est déjà la première étape. Maintenant, de plus en plus, ces systèmes ont accumuler une forme d'intelligence numérique, cette intelligence avec un code qu'on appelle IP, Internet Protocol, qui lui crée, en même temps qu'il crée une facilitation des échanges, va en même temps créer une vulnérabilité. Et c'est ce que disait tout à l'heure le général Waterhouse, plus vous amplifiez les interconnexions, et tous nos systèmes aujourd'hui sont interconnectés, plus vous avez un champ de possible pour des attaques d'un adversaire. Alors une cyberattaque peut prendre des formes multiples, par exemple s'introduire dans un système pour le paralyser, c'est un exemple ? Tout à fait. Et là, je reprends le parallèle que vous me demandiez avec la guerre électronique. La guerre électronique, par exemple, c'était quoi ? C'était l'écoute des ondes pour intercepter le message que s'échangeaient nos adversaires, pour savoir l'intention de l'adversaire, comment il se coordonnait. Donc on travaillait sur le flux. C'était une écoute passive. Voilà, c'est une écoute passive, c'est un système passif, et c'était une écoute sur le flux. Aujourd'hui, on va plutôt aller sur le système de l'adversaire, dans ses données, récupérer toutes ces données. Donc ça fait des stocks absolument gigantesques, et donc on parle plus de stock, alors que sur le reste on était sur les flux. Et donc ça change complètement la dimension, notamment la dimension de traitement de l'information, la dimension de suivi, mais ça veut dire aussi, une fois que l'adversaire est chez vous et qu'il a accès à vos données, il peut aussi neutraliser votre système. Donc il y a deux vocations dans cette approche et deux risques pour nous. C'est un risque d'espionnage, et le deuxième, c'est le risque de neutralisation de nos systèmes. Et on peut imaginer que quelqu'un d'hostile s'introduit dans le système, dort gentiment pendant un certain temps et se réveille au moment opportun. Tout à fait. Justement, c'est une guerre sous le seuil. Et le but, c'est d'être sous le radar, de pas être détecté. On va chez l'adversaire. C'est un travail assez long qui demande une vraie planification, une vraie organisation, beaucoup de renseignements en amont, qui demande à travailler ça dans la durée, de rentrer, c'est-à-dire de trouver la porte d'entrée, donc la vulnérabilité qui va vous permettre d'entrer, de voir où vous atterrissez, de voir un petit peu comment on travaille, d'avoir les outils ensuite, soit pour extraire, soit pour neutraliser. Et tout ça,
sans vous faire repérer par les administrateurs réseau, par ceux qui surveillent ou qui protègent le réseau, et pour être en mesure de déclencher l'action, en plus, et ça c'est le top, je dirais, dans la coordination militaire, au moment où une autre action dans un autre milieu se passe, si vous allez pénétrer, traverser une frontière à un moment donné, neutraliser juste avant cet accès-là. Alors, on va revenir un petit peu, parce que j'imagine qu'il y a eu beaucoup de choses que vous avez appris avec le conflit entre l'Ukraine et la Russie. Mais on y reviendra dans un deuxième temps. Général Watin-Augouard, tous les systèmes connectés sont par définition vulnérables, on l'a déjà compris. Réseau électrique, système de télécommunication, pas simplement donc les systèmes militaires, on est bien d'accord. Et évidemment les installations militaires, mais aussi nos industries de défense, nos centres de recherche. Ça fait quand même beaucoup de cibles pour un ennemi potentiel. Ah, bien sûr, ça fait beaucoup de cibles parce que cet ennemi potentiel, il va pas se limiter simplement aux organisations. Il va s'intéresser aussi aux personnes avec qui vont lui permettre de pénétrer dans les organisations. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'on demande aux citoyens en général, mais aux militaires, aux policiers, aux gendarmes en particulier, d'avoir une grande hygiène informatique parce que cette hygiène informatique, elle permet d'éviter d'avoir des comportements qui permettent d'être soi-même la porte ouverte sur un système. Vous comprenez que si dans une entreprise, dans une administration, dans une unité militaire, vous avez des gens qui ont un comportement sur la toile qui n'est pas conforme à un certain nombre de règles de protection des systèmes, protection en ouvrant n'importe quel mail, en faisant n'importe quoi, eh bien, ces gens-là peuvent être les portes ouvertes et vont propager en quelque sorte une attaque, faciliter une attaque. Et souvent on parle ce qu'on appelle l'ingénierie sociale. On va travailler sur les personnes pour essayer de trouver leurs points faibles, notamment leurs points d'entrée. Les points d'entrée lorsque ces personnes s'expriment sur des réseaux sociaux, sur le web, ainsi de suite. Et grâce à ça, on va rentrer. Donc, si vous voulez, il faut faire attention. Les institutions, oui, bien sûr, il faut les protéger, mais il faut commencer par responsabiliser les individus. Et quand on a un dispositif hyper connecté, alors on doit avoir une cybersécurité collective et collaborative. C'est-à-dire, en fait, ça ne concerne pas simplement les responsables de la sécurité des informations, les gens pour qui c'est la mission ça concerne tout le monde et depuis le premier sur le terrain jusqu'au plus grand chef. Alors ça veut dire une petite question de Béotien que ni l'un ni l'autre vous êtes sur les réseaux sociaux. Moi je suis sur les réseaux sociaux, mais je fais très attention à ce que je dis et je fais très attention à ne pas divulguer sur les réseaux sociaux des informations qui seraient de nature à permettre à un agresseur de m'utiliser pour servir à une cyberattaque. Et vous, Général Bonnemaison, par définition, vous n'êtes pas sur les réseaux sociaux. Je suis sur un réseau social, mais pas beaucoup je suis pas très engagé sur les autres réseaux. Vous êtes dormant, c'est ça? Comment on dit? Je suis plutôt passif, mais sur le réseau social sur lequel je suis, je l'utilise pour faire la communication du ComCyber. D'accord. C'est un réseau, vous avez un compte officiel. Voilà, c'est pour faire la promotion de mon domaine et pour dire à tout le monde, venez, engagez-vous dans la cyberdéfense. Alors, dans l'organisation française de la vigilance des infrastructures civiles et de la compétence de l'ANSSI, vous l'avez évoqué, Général Watin-Augouard, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. C'est ça, tout ce qui est civil, c'est le domaine de l'ANSSI. Alors oui, et d'ailleurs, comme cyber, le général l'expliquera, et agir par délégation, en quelque sorte, touche au domaine militaire. L'ANSSI a été créée en 2008-2009, et tout ça, ça rejoint, si vous voulez, ce mouvement de réflexion que nous avions engagé d'ailleurs avec Thierry Breton quand on a rendu ensemble notre rapport et qui a, je crois, éveillé l'attention du Premier ministre de l'époque, qui était Dominique de Villepin. Et à partir de cela, il y a tout un mouvement qui s'est créé avec Pierre Lasborde, qui était un député français qui a fait un rapport très intéressant dans lequel il a dit « La France est en retard ». Un retard grave par rapport aux autres pays d'Europe. C'est-à-dire, à l'époque, la France était en retard par rapport à qui? À quel pays? Aux Britanniques, aux Allemands. Heureusement, aujourd'hui, la France a rattrapé largement son retard. Mais c'est à ce moment-là qu'on a dit il faut créer une agence nationale de la sécurité des systèmes d'information qui gère justement toutes les infrastructures critiques, ce qu'on appelle les opérateurs d'importance vitale, mais aujourd'hui avec la directive NIS 2, les entités essentielles, les entités importantes. Voilà, tout ça, c'est parti. Le général parlait tout à l'heure du livre blanc, mais déjà, si vous voulez, dans la préparation des candidats à la présidentielle de 2007, il y avait déjà, si vous voulez, cette réflexion sur l'enjeu
cyber en France et le gap qu'il fallait absolument combler. Voilà. Alors vous, Général Bonnemaison, vous êtes le grand responsable, le grand patron de la cyberdéfense, c'est-à-dire tout ce qui est lié à la défense, l'univers cyber de défense, ça passe par vous. C'est des régiments, des centres de recherche, des centres de commandement, j'en oublie certainement. Alors oui, c'est effectivement très vaste. J'ai délégation de l'ANSSI, comme le précisait le général, sur tous les systèmes d'information, de communication et les systèmes d'armes des armées. Et aussi du ministère des Armées. Voilà ce que je couvre comme périmètre. J'ai 2 grandes missions principales. La première, c'est la protection et la défense de ces systèmes d'information. Et la deuxième, c'est de concevoir et de conduire les opérations dans le cyberespace. Et je reviens sur le thème cyberespace dont parlait le général tout à l'heure. Dans le terme cyberespace, nous, on a besoin de conceptualiser nos opérations. Donc on a terre, air, mer, espace. Et quand je le présente en visuel, je montre bien et cyberespace, qui est un univers séquent, avec une vraie différence, et c'est là qu'on a choisi le terme de milieu pour dire que c'est un milieu de combat, mais avec une vraie différence d'appréhension et qu'il faut parfois repréciser, c'est pas un milieu naturel. Les autres, terre, air, mer, espace, c'est naturel. Le cyberespace, ça caractérise finalement un espace humain construit sur de la technologie. Et c'est pour ça que aujourd'hui, on rajoute parfois d'autres termes sur l'IA, le quantique et tout. Mais finalement, c'est la même dynamique. Tout ça, ça s'agrège dans le cyberespace. Donc le cyberespace, c'est un peu l'espace de la lutte de l'humain, de l'espace finalement très humain, qui s'appuie sur de la technologie. Et d'ailleurs, alors je sais pas si on appelle la signature, en tout cas pas le slogan, mais la signature de votre commandement, c'est les terres au combat. Ou alors vous allez me reprendre. Je l'ai dit dans le mauvais ordre. Per et terre pugnamus. À travers les terres, nous combattons. Oui, parce que c'est vrai qu'on les combats terrestres, on le visualise très bien, le combat aérien, le combat naval, même la bataille dans l'espace, on imagine bien 2 satellites. Mais alors le combat dans l'univers cyber, ça demande un effort de compréhension et comme c'est pas visible, on n'est pas forcément très prudent. On peut être très négligent. Tout à fait. Et puis je vous ai dit, ce combat, il est permanent. C'est aussi une différence. C'est-à-dire que si on compare aux autres milieux, très souvent, les gens ont fini par accepter l'idée d'un nouveau milieu. Vous savez, quand on crée quelque chose et quand on porte quelque chose de nouveau, parfois, il faut être assez convaincant. Et donc, les gens ont fini par accepter cette idée de nouveau milieu, mais ils lui appliquaient parfois des schémas de pensée qui correspondent finalement au mode qu'on connaît et dont je parlais. Or, ce combat a ses caractéristiques. Et dans ces caractéristiques, et on le voit dans tout ce qui a été dit avant, entre cyberdéfense, cybersécurité, cette frontière, elle est très ténue, finalement, il y a le fait que ce combat est permanent. Il est sous le radar, il est permanent. Je vais me prépositionner avant chez l'adversaire pour opérer au dernier moment quand j'en ai besoin. Et donc, ça fait une notion de durée qui est différente. L'autre différence importante, c'est que je peux frapper loin. Oui. Alors, est-ce que vous diriez que je suis, moi, Général Bonnemaison, en guerre ? Alors le terme guerre est un peu fort, un peu excessif. Et je dirais on a choisi maintenant dans les armées de plus parler de paix, crise, guerre, parce qu'en plus sur le plan du droit international ça a quand même beaucoup changé. On parle aujourd'hui de compétition, contestation et affrontement. Et quand on reprend ces termes qui sont les termes de notre chef d'état-major des armées, ce sont finalement c'est la réalité de ce qu'on vit nous, et nous on est dans les 3. On a une compétition économique évidente, pour la caractériser. Par exemple, on a une contestation que vous voyez bien même dans le monde de la couche informationnelle, et puis on a un affrontement sous le radar avec des gens qui nous attaquent. Voilà, la notion de guerre hybride vous correspond assez bien, par contre. Voilà, alors dans l'hybride, on est une partie de l'hybride, parce que l'hybride, l'idée, c'est quand même d'agréger d'autres formes d'attaque et des combinaisons d'attaque. Et on peut voir, ça peut être une attaque dans un champ physique qui est complétée par une action dans le champ immatériel. Alors, il y a une petite différence entre les systèmes d'information civile et militaire. Ils sont dits ouverts dans le monde civil et fermés dans l'univers militaire, avec, j'imagine, entre les deux, toute une série de nuances possibles. Qui veut rebondir, Général Vatin-Augouard, Général Bonnemaison ? Bon, écoutez, le général le dira mieux que moi, peut-être pour le domaine militaire, mais je crois quand même que l'idée d'un civil ouvert et d'un militaire fermé est peut-être un petit peu excessif, parce que on demande au système civil, lorsqu'ils répondent aux directives, dans les directives Nice, par exemple Nice 2, c'est-à-dire la directive sur la sécurité des systèmes d'information de l'Union européenne, on leur demande, quand ils sont opérateurs d'importance vitale civile, quand ils sont opérateurs essentiels, les hôpitaux, les grands centres de recherche civils, on leur demande aujourd'hui, eh bien,
de se refermer, d'augmenter leur protection parce que ils étaient un peu des passoires. On se souvient aussi que, par exemple, les médias, je pense à TV5 Monde, étaient aussi très vulnérables. Il y a eu une attaque qui a été très intéressante, cette attaque. Qui a été aussi une prise de conscience, quand même. Elle est très intéressante. Parce que, sans trahir le secret, c'est un opérateur, on va dire, très important, TV5 Monde. Et là, vous avez une attaque qui va perturber, avec des défacements, avec, comment dirais-je, un certain nombre en tout cas, d'entraves. ça frappe les esprits. Et ça, c'est une attaque d'origine étatique, mais qui vise un organisme civil. Et là, vous êtes dans une action qui ne peut être qualifiée que de cybercriminalité, mais conduite par un État. C'est pour ça que quand on parle de civil et de militaire, c'est souvent les mêmes moyens, les mêmes armes. Ce qui différencie, c'est quel est l'objectif qui est poursuivi et quelle est l'intensité. C'est vrai que une petite cyberattaque concernant une petite entreprise n'a pas l'intensité d'une attaque comme celle de TV5 Monde ou bien d'autres encore et qui ont fortement perturbé. Quand on prend par exemple NotPetya, qui a été une attaque russe sur l'Ukraine, vous demandez à Saint-Gobain, vous demandez à Renault, à la SNCF ce qu'ils en pensent, ils vous diront c'était une attaque qui nous a profondément touchés, civils. Alors qu'en fait, l'origine de l'attaque, l'objectif de l'attaque est un objectif militaire. Alors on va poursuivre avec vous l'exemple de TV5 Monde, Général Bonnemaison, parce que c'est vrai que la menace peut être à la fois criminelle ou étatique. C'est ce qui caractérise les menaces dans l'univers du cyber. Oui, alors sur cet exemple-là, ce qui est assez intéressant aussi, c'est que au départ, on a voulu nous faire croire que c'était une attaque de groupe terroriste, qualifié de cybercalifat. Voilà, sur les écrans, il y avait des images islamo-terroristes. Voilà. Et le cyber est vraiment un domaine où il ne faut pas se rattacher qu'aux évidences. C'est-à-dire que c'est une façon de masquer une attaque, de la faire attribuer à quelqu'un d'autre, et derrière, on sait que c'était les Russes qui avaient conduit cette attaque. Donc, et on l'a su rapidement que c'était les Russes ? C'est remonté assez vite, mais une fois que ça démarre, et notamment dans les médias, sur une hypothèse, c'est quand même la première hypothèse qui reste dans les esprits. Oui, bien évidemment. Alors, si je peux revenir juste sur une chose sur les systèmes fermés ouverts, parce que pour nous c'est assez intéressant. D'abord, je vous laisserai pas dire que les militaires sont fermés, mais même si leurs systèmes le sont, en revanche, bien souvent, on parle nous de surface d'attaque, c'est-à-dire que on a des systèmes qui sont en boucle fermée, c'est-à-dire on n'a pas besoin de se connecter à Internet, pour être concret. Parce qu'à partir du moment où vous êtes connecté à Internet, on peut accéder à vous beaucoup plus facilement. Et donc c'est dans ce sens, on essaie de limiter cette connexion sur Internet. On a aussi cette notion, je vous en parlais, de classification des réseaux avec des niveaux de protection, du chiffrement, des choses comme ça. Donc dans ce sens-là, on avait déjà une approche. Mais aujourd'hui, vous êtes quand même obligé par moment de vous connecter, ne serait-ce que pour tout ce qu'on appelle les chaînes d'approvisionnement, les chaînes de remise à jour. Il y a des moments de connexion où elles peuvent se faire aussi, ces connexions, par les ondes maintenant. Et c'est là qu'on rentre dans un autre champ de vulnérabilité. On avait une expertise dans le domaine du champ électromagnétique, mais par une onde, vous pouvez aussi attaquer un système. Alors, quelle est l'attaque que vous craignez le plus ? L'attaque un peu, je veux dire, criminelle et civile, mal intentionnée, ou l'attaque étatique dans l'univers de la défense ? Bien sûr, il y a les deux, j'imagine. Alors, bien sûr, il y a les deux, et parfois elles sont combinées. Parfois, vous avez des cybercriminels qui sont mandatés par des États. Pour nous, quand même, si on devait schématiser plus exactement, nous, on est quand même en face souvent d'attaquants étatiques ou de services de renseignement étrangers, ou alors de cybercriminels un peu spécialisés. Le cybercriminel classique, il va aller chasser, il va chercher de l'argent, bien souvent. Il va faire du rançon logiciel, il va faire des attaques. Donc il attaque avec un chalut, il fait de la grosse pêche et il va après, quand il voit qu'il a quelque chose, faire remonter pour avoir de l'argent. S'il voit que c'est un peu compliqué, il n'insiste pas, il passe à autre chose. En revanche, quand vous avez en face de vous un État ou un service de renseignement, lui, en revanche, il prend son temps, il a des moyens et il sait où il veut aller. Et donc, il va venir nous attaquer. Et c'est celui-là que nous craignons, parce que sur le cybercriminel qui veut de l'argent, il y a des cibles beaucoup plus faciles que nous qui font qu'il se concentre pas trop sur nous. Plutôt les cibles civiles par définition. On a dit les hôpitaux et les grandes entreprises. Ou les particuliers aussi. Ou les particuliers, bien évidemment. Quand vous voyez les systèmes fermés, il y a eu une attaque très importante menée par deux pays qu'on imagine bien, contre la centrale nucléaire de Natanz en Iran. Elle a commencé en 2006, elle s'est terminée en 2010. Elle a été opérée comment ? Avec une clé USB. C'est-à-dire qu'en fait, le système de Natanz était complètement fermé. Et à un moment donné, un ingénieur
qui était entré avec une clé USB. Ah oui, sans malveillance. Ah bah, on ne sait pas, on sait pas. On lui avait remis la clé USB qu'il fallait qu'elle ait bien. D'accord. Donc ça vous montre bien que c'est pas simplement parce que votre système est fermé qu'il sera pas cyberattaqué. Ça veut dire que si cet ingénieur avait pensé qu'une clé USB pouvait être dangereuse, il l'aurait pas introduite sur le système de Natanz. Vous voyez, et c'est comme ça que les centrifugeuses, il y en a 1000 qui ont été grillées. Qui ont rendu l'âme. Alors, Général Monmaison, qui sont ces États malveillants? On pense bien sûr à la Russie, à la Chine. Il y en a d'autres? Alors bon, d'abord, oui, il y a beaucoup d'États qui peuvent être malveillants, et après ça dépend du type de malveillance dont on parle, si c'est de l'entrave pure ou si c'est de l'espionnage. Et là, ça devient beaucoup plus vaste. Les majeurs quand même sur les attaques qu'on peut rencontrer et qui sont répertoriés dans les entreprises qui veillent ces choses-là, parce qu'il y a beaucoup d'entreprises maintenant qui font de ce type d'information cyber un métier. C'est aujourd'hui Russie, Chine, Corée du Nord, Iran. Voilà, vous avez un peu les principaux. Les principaux. Et tout seigneur, tout honneur, on va parler un petit peu de la Russie et de la Chine. Est-ce qu'ils ont des cibles différentes, des méthodes d'attaque différentes? Il y a une différence entre la stratégie des Russes et la stratégie des Chinois? Alors là, c'est l'appréhension de l'aspect militaire. Nous, on voit que les Russes, et de longue date en fait finalement, parce que déjà au moment du pacte de Varsovie, ont une approche très de guerre informationnelle en même temps. Donc c'est un peu, il y a la notion de renseignement, mais il y a la notion de aller impacter les esprits de l'adversaire ou aller impacter les système de communication d'adversaire. Et ça se décline après jusqu'au niveau du brouillage sur le terrain. Je pourrais y revenir pour l'Ukraine. Mais donc, il y a cette approche assez visible finalement dans une partie de leurs attaques. Ça fait part, c'est ce qu'on appelle un peu, notamment les usines à trolls. Là, ça rentre dans ce cadre-là. Ça aussi, c'en est une partie. Et parfois, il y en a d'autres avec des vraies actions cyber d'un autre style d'intrusion, et qui combinent leurs effets entre l'informationnel et des effets cyber. Ensuite, sur la partie chinoise, c'est plus aujourd'hui de l'espionnage économique, bien sûr, et une tendance à aller donc prendre du renseignement. Et pour ça, il faut rester caché et remonter du renseignement. Et puis avoir parfois des prépositionnements de ce que disent les Américains aujourd'hui, qui ont deux missions majeures qui sont assez intéressantes, c'est Volt Typhoon et Salt Typhoon, qui sont des prépositionnements chinois sur des systèmes, soit le premier plutôt à fin d'entrave pour être en mesure d'empêcher les Américains d'intervenir dans le Pacifique, soit à vocation plus espionnage du côté de la deuxième, Salt Typhoon. Alors on a évoqué une intervention malveillante russe avec le cas de TV5 Monde, c'était il y a quelques années. Il y a un autre exemple russe qui vous vient à l'esprit? Il y en aurait beaucoup. Après, je vous laisse en choisir un. Vous avez le problème avec les États qu'on veut pas définir. Eh bien, tout simplement, il suffit de regarder quels sont les États qui nous gênent dans les négociations internationales pour faire avancer la coopération en matière de cybersécurité. Alors à ce moment-là, vous trouvez tous ceux que vous avez cités. Donc, sans dire c'est eux qui l'ont fait, on sait que c'est eux qui empêchent le système d'avancer sur le plan des négociations internationales. Alors, Général Vatin-Hougar, est-ce qu'il faut aussi se méfier de ses amis, de ses alliés? Ah, vous savez, je crois que dans l'espace numérique, on n'a pas beaucoup d'alliés. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut d'abord penser à sa propre, je ne veux pas dire sa propre souveraineté. Et sa propre survie, éventuellement. Voilà, il n'y a pas beaucoup d'alliés. Je pense que c'est plus, alors là, c'est le général Bonnemaison le dira peut-être mieux que moi, c'est plus facile d'aligner des Rafales avec des avions dans une coalition que de faire une coalition cyber. Alors, je ne dis pas que ça n'existe pas, les coms cyber se travaillent ensemble, mais je pense que c'est plus facile parce que quand vous êtes dans le cyber, vous dévoilez vos faiblesses. Vous comprenez? Oui. Voilà. Donc une guerre hybride permanente, jamais déclarée, toujours masquée. Exactement, et pour rebondir sur ce que vient de dire le général, c'est effectivement, il y a une coopération des coms cyber, mais elle est avant tout dans la tranche lutte informatique défensive. C'est-à-dire, on se partage des traces d'attaque, des modes d'action d'attaque d'un adversaire, et pour être en mesure de s'en protéger collectivement et d'aller plus vite dans, d'empêcher la propagation de ce type d'attaque. Donc il y a cette coopération qu'on a entre coms cyber, parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup de pays ont des coms cyber, il y a des coopérations européennes, il y a des coopérations internationales plus vastes. Et il y a aussi des coopérations bilatérales qui, elles, vont un peu plus, là, pour le coup, dans les opérations, mais qui sont tournées vers une mission particulière. Donc oui, on a des coopérations, mais en revanche, c'est un domaine, bien sûr, où il y a des faces masquées. C'est un petit peu comme lorsque les pays et les États ont des intérêts, par définition. C'est un peu comme lorsque deux services de renseignement se rencontrent, on donne quelques informations, mais pas tout. C'est comme ça. Alors, sur le domaine de la lutte informatique défensive, c'est un peu parti comme ça, parce que beaucoup de
pays se construit dans le domaine cyber sur les services de renseignement. Et donc sur cette culture du renseignement. On a essayé de faire changer les choses et ça fonctionne sur la lutte informatique défensive. Il faut partager très vite les données, les types d'attaques, les types de maliciels qui sont propagés. Et donc, on a une tranche qu'on appelle information plutôt maintenant que renseignement pour être capable de faire cet échange très rapide sans mettre des filtres énormes. Donc on essaie d'échanger au plus vite sur ces informations-là pour les contrer au plus vite. Mais il y a après, bien sûr, sur des choses plus compliquées ou qui vont aller toucher plus à des intérêts particuliers. Là, on peut être allié sur certaines missions et moins sur d'autres. Vous écoutez Pensée stratégique, le podcast de l'Acadème et de la DICODE. Aujourd'hui, cybersécurité, cyberdéfense, le 5e champ de bataille avec le général Aymeric Bonnemaison, commandant de la cyberdéfense, et le général Marc Voitin-Augouard, fondateur du Forum international de la cybersécurité. Alors, venons-en à la France. La France s'est donné les moyens de faire face à cette menace. Alors, sans entrer dans les détails, le seul fait que le président de la République ait choisi de présenter ses vœux aux armées cette année à Cesson-Sévigné, c'est près de Rennes. Cesson-Sévigné, c'est un petit peu la capitale de la cyberdéfense, de l'intelligence artificielle. C'est vraiment un peu la capitale du numérique côté défense. En tout cas, Cesson-Sévigné regroupe une bonne partie des moyens de la cyberdéfense et de l'intelligence artificielle. On comprend que c'est pas par hasard qu'il y a une volonté très nette de la France d'être présent sur ce terrain, et c'est pas tout à fait nouveau. Tout à fait. Alors, la Bretagne est très très impliquée globalement dans cette démarche. Elle avait historiquement un très bon niveau en télécom déjà, était très très développée. Ça nous ramène à Pleumeur-Baudou, par exemple, en télécommunication. Et après, quand le choix a été fait de chercher un endroit où le poser, on avait déjà au sein des armées la DGA qui travaillait à cet endroit-là sur ces thématiques-là. La délégation générale de l'armement qui était présente sur place à Bru. Ensuite, on avait nous l'école des transmissions pour l'armée de terre qui était aussi présente sur place. Donc, ça crée déjà un premier écosystème. Et puis, il y a eu un partage avec quelque chose d'assez original, le pôle d'excellence cyber, qui est une coopération entre la région Bretagne et le ministère des Armées, et qui a accompagné cette démarche. Et aujourd'hui, c'est devenu vraiment le pôle de cyberdéfense français, un peu comme l'espace pour Toulouse, si vous voulez. C'est concentré autour de Rennes au départ et maintenant sur l'ensemble de la Bretagne pour se développer avec DGAMI, mais aussi l'ANSSI qui nous rejoint maintenant. Il y a aussi d'autres structures étatiques et il y a beaucoup maintenant d'entreprises privées, de recherche, de pôles académiques qui font de la recherche sur ces domaines-là. Alors la LPM, la loi de programmation militaire, le confirme, vos moyens sont en constante augmentation. Vous avez pas trop de problèmes de budget, il augmente régulièrement, vous confirmez? Alors je vous dirais que j'ai besoin de beaucoup plus. Vous avez vu la mission que j'ai à couvrir, donc fatalement on veut toujours plus. En revanche, effectivement, on est bien identifié et vous savez que dans ces choix-là, c'est toujours renoncer ailleurs. Donc l'effort a été marqué sur le domaine cyber et parce que on voit bien que c'est un enjeu majeur et que tout repose sur cette capacité à ne pas se faire entraver. Vous savez, nous, dans l'idée générale, on fait du cyber pour permettre la liberté d'action des forces. Si vous avez des rafales ou des systèmes qui sont neutralisés à cause de leur connexion, vous pourrez pas les utiliser et vous pourrez pas conduire votre guerre. Évidemment, on est en train de comprendre petit à petit au cours de cette émission que, évidemment, une absence de vigilance de votre part et tout notre système pourrait s'effondrer complètement. Oui, la difficulté, c'est que un adversaire va aller chercher le maillon faible, et on en revient à ce qui était dit au départ. Déjà, le particulier, la personne, l'hygiène informatique de nos soldats, déjà est importante. Et après, on met quand même bien sûr des couches de contrôle, de protection, mais ça démarre de là, et que par un maillon faible, quelqu'un peut remonter sur un système. Donc, faut être très vigilant et faire sans cesse de la veille. Alors, Général Bonnemaison, vous êtes à la tête d'une armée de cybercombattants. Ils sont combien à peu près ? Alors, ils sont entre 4000 et on est vers les 4500 aujourd'hui. Alors, un cybercombattant, c'est un informaticien en uniforme devant un ordinateur, c'est ça? Alors, ça dépend du degré. Il y a ça, où il y a aussi un soldat qui a une formation un petit peu sur la cybersécurité. Alors, petite curiosité, est-ce qu'un cybercombattant est doté aussi d'une arme à feu? Il s'entraîne comme les autres militaires, forme physique, entraînement au tir, etc. Ou pas du tout? Alors oui, vous avez différents profils. C'est-à-dire, on a créé en 2023, sous l'impulsion du
chef d'état-major des armées, la communauté cyber des armées. Et là, on regroupe encore un peu plus de personnes. Dans ces unités-là, vous avez des gens qui sont des forces spéciales, vous avez des gens qui sont plutôt du monde des armées, mais du côté renseignement, d'autres plutôt du domaine ce qu'on appelle les systèmes d'information et de commandement, des SIC, et puis d'autres encore qui sont plus dans la couche un petit peu influence, couche sémantique du cyber. Vous recrutez ? Sans cesse. Nous recrutons et nous avons intégré aussi le fait que on a un certain turnover, c'est-à-dire que avant on recrutait un officier, un sous-officier pour un temps très long. Aujourd'hui, on a intégré le fait que ils resteraient parfois moins longtemps pour repartir dans le privé après, et ils font 6-7 ans chez nous. C'est toujours la même histoire, le privé paye plus que les militaires. C'est ça. Alors nous, il y a des astreintes aussi. Après, on ne fait pas la même chose. C'est-à-dire que et c'est pour ça que on n'a pas de souci de recrutement en soi, parce que les jeunes veulent du sens et avec nous, ils en trouvent. Et ils font aussi des missions qui ne se font pas ailleurs, avec un esprit de corps, un esprit d'équipe, parce que un cybercombattant, c'est pas un homme isolé. Au sein du cyber, vous avez de multiples compétences. Et tout l'intérêt pour être performant, c'est de réussir à agréger ces compétences différentes autour d'une mission qui est la protection du pays. Alors la France a choisi de ne pas créer une 4e armée, une armée du cyber. Elle a choisi de décentraliser ses cybercombattants au plus près des troupes. Alors si je peux m'exprimer ainsi, d'autres pays ont une approche différente. Oui, alors d'autres pays ont choisi un peu de centraliser, de structurer. C'est un peu une approche qui facilite le côté des ressources humaines, si vous voulez. L'approche de très structurer une armée, ça facilite un peu ce volet-là. En revanche, et c'est pour ça qu'on n'a pas fait ce choix, sur le plan opérationnel, ça a des conséquences un peu lourdes. C'est-à-dire que si vous commencez à dire que c'est réservé qu'à une armée, tout ce qui est numérique et cyber est réservé qu'à une armée à part, elle est moins adhérente à sa mission. Je vais illustrer ça. Sur des frégates qui sont engagées, j'ai besoin d'avoir des cybercombattants, mais ils sont aussi marins. Ils doivent connaître parfaitement les systèmes importants, la façon de les utiliser pour être en mesure de mieux les protéger et de voir, quand on n'arrive pas à tout protéger, qu'est-ce qui va être essentiel à protéger. Et donc en fait, comme je vous l'ai dit, on est un milieu séquent des autres milieux, et donc cette double appartenance à une armée et au milieu cyber est une richesse. Ça veut dire que vous avez des correspondants cyber, je ne sais pas si vous les appelez comme ça, partout. Dans tous les régiments, sur tous les bateaux, sur toutes les bases aériennes, etc. Voilà, il y a des référents de sécurité des systèmes d'information partout. Il y a des officiers aussi qui sont présents pour la lutte informatique défensive, qui sont nos correspondants. Et puis vous avez des unités par armée qui sont spécialisées pour la défense de leur système et qui font déjà une première agrégation des problématiques. Alors c'est peut-être l'explication que le ComCyber que vous êtes est dirigé par un général de corps d'armée 4 étoiles et pas par un général d'armée qui lui aurait 5 étoiles. Est-ce que c'est une explication? C'en est une, mais déjà c'est très bien, général de corps d'armée. Alors, pour en revenir à ce que je disais, quel pays a choisi de créer une armée propre, une armée cyber propre, parce que j'imagine qu'on est en pleine réflexion pour l'organisation. Il y a probablement des pays qui sont un peu en retard, etc., et qui regardent un peu comment les autres font. Donc, la France a choisi d'avoir des cybercombattants au plus près des troupes, des régiments, des bases aériennes ou des navires. Quel pays a fait une option inverse? Alors aujourd'hui, ceux qui ont identifié des armées comme ça, il y a l'Allemagne, il y a Singapour, qui ont choisi des structures effectivement, mais pour ça, ils ne se limitent pas au cyber. Ils ont rajouté d'autres fonctionnalités, tous les systèmes d'information et de commandement, et ils ont rajouté la partie renseignement souvent aussi. Alors, est-ce que dans l'univers du cyber-champ de bataille, on retrouve l'éternelle opposition entre l'épée et le bouclier? Sans cesse, mais dans un rythme effréné et qui se passe dans la microseconde? Oui, quasiment. Enfin, c'est-à-dire que l'innovation doit être très adhérente. Parce qu'il y a deux choses particulières dans ce milieu-là, c'est que vous ne vous reposez pas sur un mode d'action. Si vous êtes attaquant et que vous trouvez une solution pour aller attaquer un adversaire, quand vous allez attaquer un autre adversaire, ce sera une autre solution. Et un autre système, ce sera une autre solution. Vous ne pouvez pas vous reposer sur vos lauriers. Et même si vous avez réussi à vous positionner sur un système adverse, en face, ils peuvent mettre à jour leur défense et de ce fait, vous chassez de cette installation. Et ce que vient de dire le général Bonnemaison, tout peut se faire très rapidement. Général de bouclier et de l'épée. Prenons l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, c'est une alliée de la cybersécurité, parce qu'aujourd'hui, on va pouvoir protéger nos systèmes à l'entrée avec des systèmes d'intelligence artificielle qui vont détecter des comportements anormaux. Bon. Mais en même temps, l'intelligence artificielle, c'est un moyen pour des gens qui n'ont aucune connaissance en matière cyber de demander tout simplement à ChatGPT ou à d'autres IA génératives, dis-moi comment je peux faire pour attaquer. Et donc, là, vous avez le kit qui est offert. Donc, aujourd'hui, on est dans cette espèce de dialectique
dialectique, intelligence artificielle amie, intelligence artificielle ennemie. Et quand vous avez une intelligence artificielle pour vous protéger, dites-vous bien que d'autres sont en train de mettre en place une intelligence artificielle pour déjouer les protections de l'intelligence artificielle. Donc c'est un combat incessant, mais je crois que c'est un combat qui est lié à l'histoire des armées, à l'histoire de tous les rapports de force, où finalement Sauf que tout va beaucoup plus vite. Voilà, c'est en accéléré. C'est exactement ça, c'est en accéléré. Et c'est pour ça qu'on explique aussi notre présence à Rennes, dont vous parliez tout à l'heure, avec l'AMIAD, l'agence ministérielle de l'intelligence artificielle de défense. On est à proximité. Et ce choix qu'on a fait d'avoir, je vous parlais de la DGA tout à l'heure, qui est notre fournisseur, finalement, de systèmes de protection, est aussi un choix voulu. La proximité physique de ceux qui utilisent un système et de ceux qui le fabriquent ou le mettent à jour est essentielle aujourd'hui dans le combat. Et c'est ce qu'on voit en Ukraine. Alors, la stratégie française en matière de cyberdéfense s'articule autour de 3 axes: la défense, l'attaque et l'influence, avec les acronymes suivants: LID, la lutte informatique de défense; LIO, la lutte informatique offensive; et puis L2I, la lutte informatique d'influence. Alors, les acronymes militaires ont besoin d'être décryptés, a fortiori pour un civil. Que recouvre la LID, la LIO et la L2I? Qui veut rebondir? Alors, Général Batin, une remarque sur l'L2I qui est une création relativement récente, puisque c'est à partir notamment de l'élection américaine de 2016, du Brexit, de l'élection française, qu'on s'est rendu compte qu'il y avait aujourd'hui des actions massives de manipulation d'informations. Le général disait, les Russes, pour eux, il n'y a pas de cyberespace, c'est un espace informationnel. Donc là, on s'est rendu compte qu'il y avait un vrai problème. Et qu'on a aujourd'hui des cyberattaques qui ne sont pas des cyberattaques sur les systèmes, qui sont des cyberattaques cognitives, c'est-à-dire aussi des cyberattaques qui sont porteuses de contenus qui sont des fake news, des deepfakes, qui sont d'ailleurs souvent générés par l'intelligence artificielle. Et donc, quand on travaille sur cette question-là, on doit se dire que le 21e siècle, ce sera la guerre des esprits. Et ça, je pense que si on a ça là, dans la tête, on fait un progrès considérable. Parce que c'est vraiment sur les contenus, sur la manipulation des esprits, qu'on va se retrouver en choc de civilisation. Et là, c'est là où la L2I a un rôle important à jouer. Vous comprenez? C'est nos cerveaux sont les systèmes de traitement automatisé de données les plus sophistiqués. Ce sont ceux qui sont les moins bien protégés. Voilà. Donc c'est ce que je voulais simplement dire, parce que ça, c'est un sujet qui me paraît fondamental. Si on n'a pas compris qu'on est dans la bataille des esprits, alors là, on est à côté. On a perdu d'avance. On a perdu d'avance. Alors, Général Bonnaison, alors, je reprends les 3 acronymes: LID, LIO, L2I, même si le général Vatin-Augouard a un peu dévoilé le sens de la L2I, voilà. Je vais commencer par la L2I, justement, parce que dans l'approche militaire, en fait, ce qui s'est passé, c'est que pour nous, on s'est retrouvé face à la propagande de Daesh pour faire du recrutement, et c'est comme ça qu'on a démarré sur le sujet. Puis très vite, on s'est retrouvé face au... C'est-à-dire, vous avez été soumis à la propagande de Daesh pour faire du recrutement. En France, c'est-à-dire qu'il y avait une dynamique chez Daesh de venir faire des messages, de la production de messages, pour venir solliciter soit des appuis financiers ou autres, soit des recrutements de jeunes de chez nous pour rejoindre Daesh en l'État Syrie, islamique en Syrie ou en Irak. Et donc là, on est rentré un peu dans le sujet à ce moment-là, puis très vite après, on y a été confronté en République centrafricaine d'ailleurs, globalement en Afrique francophone de l'Ouest, avec l'offensive russe, et dans une démarche qui est pas en finesse, c'est-à-dire c'était très massif, c'est par la masse, et le but c'est pas forcément de construire une action avec une manipulation fine pour offrir la manipulation, mais c'est de créer le chaos, de créer la perturbation, de créer le doute, de susciter le doute. Et donc avec des attaques dont on voit les ficelles très facilement, mais qui finissent par pouvoir peser ou renvoyer une certaine image. Donc la L2I, on travaille dessus, c'est de la détection, de la caractérisation de finalement des attaques qu'on peut avoir. Nous, on est spécialisé pour le faire autour de nos opérations extérieures, à l'extérieur du pays. Sur le territoire national, nous ne le faisons pas, c'est très cadré par la loi et par les règles d'engagement que nous avons. Sur le territoire national, cette détection-caractérisation est faite par un organisme qui a été créé après, qui s'appelle Viginum, qui est auprès du Premier ministre, et qui, elle, va faire cette veille pour voir les manipulations. Et le but, c'est de détecter, et ça, c'est une notion importante, il ne s'agit pas de détecter la vie d'une personne qui serait hostile, si c'est autonome. C'est détecter des campagnes qui sont construites, qui sont inauthentiques et qui sont coordonnées par un adversaire extérieur qui cherche à nous fragiliser. Il n'y a par définition pas de règles.
ou il y en a tout de même? Ah, il y a des règles, bien sûr. Nous appliquons des règles, typiquement, qui sont celles du droit au départ. On a le droit à la ruse, mais pas à la perfidie. C'est des notions qui veulent dire aussi, on n'a pas le droit d'utiliser les ONG, de se masquer derrière des ONG ou des principes religieux. On va pas faire de la perturbation politique dans un pays. On va pas faire tout ce champ-là. Nous est interdit. On est concentré, nous, sur l'appui à nos opérations militaires. Face à, évidemment, des adversaires qui ne s'embarrassent pas de règles de droit international. Exactement. Alors, on peut considérer qu'on a bien compris ce qu'était que la L2I, qui est un des aspects de la cyberdéfense. La LID, la lutte informatique défensive, et puis la LIO, la lutte informatique offensive. Ça se mélange un peu. Est-ce qu'un cybercombétent peut être à 9h30 un cyberdéfenseur et à 9h45 un cyberattaquant? Alors, il peut l'être au cours de sa carrière, mais pas dans la même journée. C'est-à-dire que on va se spécialiser. Le travail de lutte informatique défensive, c'est un travail de veille, là aussi, de détection, de caractérisation d'une attaque. On est à l'écoute. On est à l'écoute, on surveille ces réseaux, on va sonder ces réseaux pour vérifier qu'il n'y a rien dessus, qu'on n'a pas été attaqué. On va faire des mises à jour nécessaires dès que des vulnérabilités sont détectées. C'est tout ce travail-là et on va le faire et on va l'étendre à tous les réseaux. Et dès qu'il y a une attaque, on va aller sur place, faire l'investigation, corriger ce qui s'est passé et remédier pour relancer le système. On remonte assez facilement à partir d'une information, enfin, vous avez détecté quelque chose d'anormal, on remonte assez facilement jusqu'à celui qui a créé cette... Alors, on remonte, on trouve relativement facilement l'attaque. Mais on peut vous parler que de celle qu'on a trouvée, donc par définition. Mais en revanche, la question que vous posez, c'est l'imputation technique, voire l'attribution. C'est un travail beaucoup plus compliqué qu'on conduit à plusieurs avec les services de renseignement pour remonter à partir des caractéristiques, soit du mode d'action utilisé, soit de la victimologie, soit des traces laissées lors de l'attaque, pour essayer de remonter à l'adversaire, mais avec la conscience que l'adversaire, par définition, va se cacher et donc va avoir utilisé beaucoup de solutions pour se masquer, attaquer à partir d'autres serveurs d'un autre pays ou des choses comme ça, voire utiliser les outils que d'autres avaient utilisés dans l'attaque pour faire croire que c'était les premiers qui avaient attaqué. Enfin, donc il y a tout un jeu assez trouble. Mais déjà, la lutte informatique défensive, sa première mission, c'est de protéger nos systèmes. C'est une lutte de fourmis, un peu. C'est un énorme travail. C'est là que l'intelligence artificielle est importante et qu'il faut avoir parce que c'est énormément de données à traiter, énormément de réseaux à suivre, à mettre à jour. Donc tout ce qui va nous permettre d'améliorer et d'accélérer la surveillance va être indispensable. Alors quand vous avez détecté le coupable, comment vous le traitez ? Alors c'est la lutte informatique offensive. Alors ça, c'est deux choses. Il y a la lutte informatique offensive, on en fait aussi pour notre propre intérêt. Typiquement sur le champ de bataille, je peux avoir intérêt à aller attaquer le système d'information d'un adversaire pour connaître son intention face à moi, savoir s'il veut m'attaquer par la droite ou par la gauche, pour schématiser. Donc si j'ai ça à l'avance, vous doutez bien que je suis plus performant dans le combat derrière. Ça peut être aussi l'empêcher d'utiliser ces systèmes. Si j'arrive à neutraliser tous ces chars parce que j'ai pu me prépositionner sur ces chars et en interdire l'utilisation à un moment donné, le combat sera plus facile pour en derrière. Donc la lutte informationnelle, c'est espionnage en fait, en quelque sorte, c'est de renseignement, ce qu'on appelle action de renseignement. Et de l'autre côté, c'est l'entrave des systèmes adverses. Alors je vais prendre un exemple très récent. Il y a un avion français de patrouille maritime qui survolait la Baltique dans les eaux, enfin dans la zone internationale, et qui a été pris pour cible radar par les Russes. Est-ce que là vous intervenez ou pas, ou c'est pas du tout votre domaine? Non, alors là c'est plus un domaine hélas classique. Ça, on est dans la guerre électronique là, ouais. C'est-à-dire accroché radar. On est dans les ondes électromagnétiques et ça existe depuis de très longtemps. Depuis la nuit des temps pratiquement. Depuis que les radars existent. Donc là, vous n'intervenez pas. Mais j'imagine que ça titille votre. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'on peut intervenir? Est-ce que vous avez un travail pour savoir un peu plus profondément ce qui s'est passé? Oui, alors là, on le sait assez parce que c'est des systèmes peu classiques. En revanche, derrière, ce que ça veut dire, c'est par exemple se dire demain, l'adversaire, s'il est plus performant, pourra peut-être au lieu d'allumer radar le système pour lui montrer qu'il y a un système solaire associé, il pourra peut-être injecter un piège dans le système de l'avion. Et là, ça rentre vraiment dans notre champ. Dans votre domaine de compétences. Vous êtes le ComCyber depuis environ 2 ans, un peu de choses près. 2 ans et demi. 2 ans et demi. Est-ce qu'à un moment, vous êtes rentré chez vous à la maison avec des sueurs froides de dire là, on a eu chaud?
Dans ces cas-là, je suis pas rentré à la maison. Donc ça arrive, mais ça arrive. Oui. Enfin, on est obligé, bien sûr, parce que au début d'une attaque, on ne sait pas où ça nous emmène. Donc, quand on remonte le fil. Alors, il y a évidemment un champ de bataille bien réel. Celui-là, c'est l'Ukraine, où il y a la guerre électronique, les drones, bien sûr, et puis j'imagine la cyberdéfense et la cyberattaque. On est là dans le monde réel. Qu'est-ce que vous retenez comme retour d'expérience de ce qui se passe en Ukraine, entre d'un côté les Ukrainiens qui ont été surpris, mais qui ont quand même incroyablement bien réagi, et puis les Russes qui, même s'ils grignotent un petit peu quelques kilomètres carrés chaque jour, sont quand même dans une situation pas si formidable que ça. Alors c'est très intéressant effectivement d'observer ce conflit. Tout d'abord, la première leçon qu'on a tirée de ça, c'était quand même une leçon d'optimisme, c'est que une défense, une lutte informatique défensive bien construite ou qui progresse, elle arrive à contenir un adversaire. Au départ, je ne sais pas si vous vous souvenez, on se disait, dès que les Russes vont attaquer les Ukrainiens... En 48 heures, l'Ukraine va s'effondrer. Va s'effondrer, tous ces réseaux seront attaqués, ce qui avait été un peu le cas en 2014, où il y a eu beaucoup d'attaques. Mais entre-temps, entre 2014 et 2022, l'Ukraine a monté une capacité. Elle a monté un centre, elle a monté une organisation, elle s'est fait aider de partenaires publics et privés, ça aussi c'est important à intégrer, de pays étrangers, et elle a monté une première capacité. Ce qui fait que la première vague d'attaque, celle du 24 février, enfin juste avant, qui devait neutraliser tous les systèmes d'administration, neutraliser tout l'État, n'ont pas fonctionné. Il y en a quand même qui ont fonctionné parce qu'il n'y a pas de ligne Maginot chez nous, on n'arrivera jamais à tout contenir. C'est l'attaque sur les systèmes de communication satellite KASAT qui servait à la coordination des forces ukrainiennes pour faire face à l'attaque physique des Russes. Et c'est là que le système de Starlink est venu en secours puisque KASAT était tombé et que la coordination des Ukrainiens n'était plus possible. Et donc cette attaque-là a fonctionné. Donc il avait fallu pour ça que les Russes soient déjà dedans, dans le système, et soient en mesure d'entraver au moment où ils le souhaitaient pour que ce soit coordonné avec le reste de l'attaque. Donc ça prouve que du côté de l'attaque russe, ça fonctionnait, mais finalement c'est un tout petit succès par rapport à ce qui était craint. Pendant le même temps, vous avez eu, dans les étés je crois qui ont suivi, le Costa Rica qui est tombé, l'Albanie qui sont tombés à cause d'attaques cyber, parfois cybercriminelles, parfois des États derrière, qui étaient tombés. Là, la Russie a tenu. Donc formidable leçon d'espoir pour tous les gens. L'Ukraine a tenu. Formidable leçon d'espoir pour tous ceux qui travaillent dans la lutte informatique défensive. Ensuite, ce que ça nous a appris, c'est qu'une fois que le combat est engagé et que cette première salve de lutte informatique offensive a fonctionné ou pas, on revient sur quelque chose de plus traditionnel et sur la guerre électronique. Et là, ça s'est particulièrement développé dans le pays. Aujourd'hui, on peut dire que dans le combat d'aujourd'hui, et c'était moins le cas dans tous les conflits qu'on a eus en Afghanistan ou en Afrique avant nous, dans ce combat-là, on lutte pour chaque mégahertz. Parce que plus vous empêchez, plus vous saturez l'espace électromagnétique, moins l'adversaire peut utiliser ses systèmes de communication, peut utiliser ses systèmes d'armes, parce qu'ils peuvent plus se coordonner. Donc ça peut être de la lutte anti-drone, ça peut être pour neutraliser les drones, mais ça demande après une vraie maîtrise du spectre électromagnétique pour pouvoir utiliser les fréquences pour soi, sans que l'autre puisse les utiliser. Et ça, c'est un enjeu majeur sur lequel les pays occidentaux, pour la plupart, doivent retravailler parce que les derniers conflits nous écartaient de ça. Autre leçon, la régénération, c'est-à-dire que après un certain temps, les Russes ont régénéré leur capacité de lutte informatique offensive et on a vu des attaques sophistiquées sur l'opérateur Kyivstar, et on revient sur la notion civile-militaire. L'opération Kyivstar. L'opérateur, c'est l'opérateur informatique, c'est l'équivalent d'un Orange ou d'un... Chez eux, il y a 15 millions d'abonnés, donc c'était quand même assez conséquent. Et ça, cette neutralisation a perturbé le pays. Ça peut être l'attaque sur des vidéos, c'est-à-dire qu'il y avait des systèmes de vidéos qui dans les villes, et ça permettait de faire du réglage d'artillerie parfois sur des tirs parce qu'ils observaient à distance l'impact par les vidéos, par une intrusion informatique. Ça peut être le piégeage aussi et donc la remontée d'informations sur les téléphones utilisés par les combattants. On arrive un peu au terme de cette émission. Est-ce qu'il y a un message que vous aimeriez faire passer tous les deux, Général Marc Watin-Augouard, c'est le mot vigilance. Vous aviez à 2 reprises employé le terme d'hygiène informatique. Voilà, donc... Oui, en fait, si vous voulez, je pense qu'on ne peut pas avoir de stratégie de cybersécurité, cyberdéfense, lutte contre la cybercriminalité, si on n'a pas, si vous voulez, une culture cyber vraiment répandue. Et ça me paraît être aujourd'hui un élément fondamental. Il faut vraiment que chaque citoyen, pas simplement militaire, mais également les civils, partage une culture cyber. Et je dis clairement, pas un diplôme d'État ne devrait être attribué sans avoir un minimum de culture cybersécurité. Ça me paraît fondamental. Pourquoi ? Parce que
Il n'y aura pas de souveraineté s'il n'y a pas de compétences. Il faut vraiment développer partout la culture, la formation cyber. Chacun n'a pas besoin d'avoir les mêmes connaissances, bien sûr, mais adapté à son emploi, à son milieu. Parce que c'est souvent, justement, par une faute que la cyberattaque va être rendue possible. Alors, Général Bonnemaison, vous êtes aux affaires, donc je vais vous laisser un peu le mot de la fin, peut-être pas aussi... Moi, je vais finir un peu parce que je crains que sinon on laisse une certaine image. C'est sur une note d'optimisme. Les Jeux Olympiques et Paralympiques français ont été exceptionnels sur le plan de la protection cyber par rapport à ce qu'on avait pu connaître sur d'autres JO. Oui, on s'est dit ça va être la catastrophe, pas du tout. On s'y est préparé, on a préparé avec le privé, avec le public, avec l'ANSSI. Nous, on a pris notre part aussi. Et collectivement, parce que c'est bien structuré en France, justement, on a réussi cette montée en gamme. Et c'est important. On parlait des Ukrainiens qui ont réussi à limiter la vague d'assaut. Il y avait des menaces, il y a eu des tentatives pour nous attaquer, il y avait un climat, un contexte international et géopolitique qui faisait que on était extrêmement menacés. On a eu la médaille d'or de cette manœuvre clandestine, je dirais. La médaille d'or de la cybersécurité. Deuxième volet, et c'est un appel qui rejoint un peu celui du général, c'est notre jeunesse. Je l'invite à rejoindre les métiers de la cyberdéfense et de la cybersécurité. Soit chez nous dans les armées, pour venir servir le drapeau, mais aussi en servant dans des entreprises françaises, dans des entreprises qui protègent l'ensemble de notre société. Ils contribuent aussi à l'effort global. Et il y a des débouchés énormes dans cette matière. Nous, aujourd'hui, en ce moment-là, on a lancé un exercice qu'on lance auprès des lycéens chaque année, mais qui s'amplifie chaque année. On va monter encore dans les effectifs. Dans tous les lycées, on monte le passe ton hack d'abord. Voilà. Et qui est une sorte de jeu, un capture the flag, on appelle ça, aller attraper le drapeau. C'est des jeux qui amènent et qui montrent que sous une forme ludique, pas les mathématiques qui font peur, mais sous une forme ludique, dans ce monde-là, on peut y aller aussi sous cette forme-là pour découvrir. Et on amène beaucoup de jeunes dans ces cas-là à découvrir que en fait, ce qui fait leur jeu, ce qui les intéresse dans tous les jeux qu'ils peuvent faire, finalement, ça peut devenir un métier. Parce que derrière, il y a un peu cette tension. Quand vous êtes en train de rechercher une attaque, quand vous êtes en train de conduire une attaque, c'est extrêmement passionnant. Donc, donner du sens à l'avenir. Tout à fait. Merci pour cette conclusion optimiste. Général Aymeric Bonnemaison, commandant de la cyberdéfense, général Marc Watin-Augouard, fondateur du FIC, le Forum international de la cybersécurité in Cyber. Merci à tous les deux d'avoir participé à ce 12e numéro de Pensée stratégique. Et maintenant, c'est à vous de Pensée stratégique. Je vous dis au revoir et à bientôt pour un nouveau numéro de Pensée stratégique.